Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis avec Public Sénat. On est très heureux de faire cette émission. Question aux sénateurs, aujourd'hui on accueille Ronan Dantec. Bonjour Ronan Dantec, comment ça va? Très bien. Bien arrivé, bien installé, tout va bien? Tranquille, et super, on est très content. On va passer une heure ensemble avec vous, à discuter avec vous aussi le chat. On va discuter pour apprendre à vous connaître, apprendre un peu à parler de votre actualité, de votre travail au Sénat, de vos convictions, de votre parcours. On est avec vous en direct pendant une heure, vous êtes sur le chat d'Acropolis, on est aussi en direct sur le site de publicsénat.fr, c'est une émission qu'on fait en partenariat avec Public Sénat et vous êtes déjà nombreux et nombreuses sur le chat, donc n'hésitez pas à participer à la conversation avec nous et voilà, ça va, j'espère que ça va bien se passer. On vous accueille donc aujourd'hui Ronan Dantec, vous êtes sénateur écologiste au Sénat. D'ailleurs, on a eu du mal à préparer cette émission en se disant mais il est quoi? Il est RDSE, il est écolo, on vous range où en fait? Est-ce que vous êtes au groupe RDSE, c'est ça? Si vous voulez absolument me ranger, vous allez d'abord dire écologiste, ça au moins sur les 35 dernières années. C'est assez constant. Effectivement, rattaché au groupe RDSE, puisque nous n'avons pas réussi à conserver un groupe écologiste, même si, on ne le dit pas assez, tous les sénateurs de l'ancien groupe écologiste qui se sont représentés ont été réélus. Donc on n'a pas dû laisser un mauvais souvenir, mais on n'arrivait pas à 10. Donc qu'on explique bien les choses. Il y a eu un groupe écolo au Sénat qui a disparu, faute de membres. Parce que pour créer un groupe, pour rester un groupe, il faut avoir un minimum. On est 10 à être élus il y a 6 ans. Okay. Mais le groupe ne se renforce pas 3 ans après, ça, je pense qu'on a fait une erreur à ce moment-là. Et donc, la moitié des membres du groupe ne se sont pas représentés. D'accord. Donc, on repartait d'une base à 5 et on n'a jamais trouvé les 5 autres. J'ai passé un peu de temps dans les derniers jours, mais on est monté à 7, 8. Et jamais plus. Du coup, vous êtes un écolo rattaché à un groupe voisin. RDSE, ça veut dire quoi d'ailleurs? C'est les Républicains, démocrates? Non, les Républicains sont de l'autre côté, ils sont sur la droite. Là, on est quand même au centre-gauche, c'est le groupe radical. C'est le groupe radical, d'accord. Et donc un groupe, et ça c'est important de le dire, où il y a une liberté absolue de parole et de vote. Donc, sinon. Donc vous êtes un écolo au sein du groupe RDSE. Voilà. Et il vous accueille bien? Vous avez des bisbilles entre vous sur le fond? Non, c'est un groupe même, puisque j'ai compris que c'était une émission, on se disait les choses. On se dit les choses. C'est plus convivial que l'ancien groupe écolo. C'est bon à savoir, c'est une forme de reproche à vos anciens collègues? Non, mais parce que comme il y a une plus grande diversité, finalement, il y a plus de bienveillance, il y a moins de compétition entre des gens qui sont un peu sur les mêmes créneaux. Et donc, on s'écoute. On n'est pas toujours d'accord. Tous mes camarades du groupe RDSE ne sont pas totalement des écolos. Mais on arrive quand même à travailler ensemble. Et puis c'est un groupe fondé historiquement sur la liberté de ses membres. Donc... je vote comme je veux, je dis ce que je veux, et souvent, j'ai des soutiens de mes collègues RDSE sur des amendements que je n'aurais pas eu avant. À vous entendre, c'est presque une bonne nouvelle qu'il n'y ait plus de groupe écolo, on se sent plus libre au sein de RDSE. Non, c'est pas totalement une bonne nouvelle au sens où un groupe, c'est des moyens, ça structure la vie politique, les groupes politiques dans la vie parlementaire, c'est important. Donc, si on avait pu conserver une parole écolo structurée avec un groupe, on l'aurait fait. Donc, mais par rapport à la situation, le groupe RDSE est une bonne solution. D'accord. Une première question avant de revenir sur votre parcours, une question d'actualité très, très brûlante. Est-ce qu'on bloque le pays samedi pour protester contre la hausse des prix du carburant? Ronan Dantec. Comment vous traduisez le « on » ? On, parce que sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on le lit. C'est on. On, le peuple, les Français, les gens qui payent à la pompe et qui payent trop cher selon eux, veulent bloquer le pays pour protester contre l'augmentation de la fiscalité, notamment en lien avec les sujets écologistes. Il y a plusieurs choses. D'abord, on bloque le pays. Si le on est très collectif, c'est on se bloque nous-mêmes. Ce qui pose question quand même. C'est-à-dire pourquoi se bloque-t-on soi-même? Donc le on ne correspond pas à la totalité du pays. Donc ça veut bien dire qu'il y a une autre partie du pays qu'on veut bloquer. Il y a bien obligatoirement quelqu'un qu'on veut embêter, sinon ça n'a pas de sens. Donc il y a plusieurs choses à dire. Moi, je suis attentif à cette colère. Je pense qu'il serait irresponsable de ne pas être attentif aux colères qui montent dans ce pays. Je la distingue de la fiscalité écologique, qui n'est que quelques centimes du prix du litre d'essence ou de gasoil, ça on le sait tous. Y compris l'État, c'est 35 milliards de recettes sur la fiscalité de l'essence, la contribution carbone-énergie ou climat-énergie que j'ai contribué à faire augmenter, c'est 8 milliards. Donc c'est qu'une petite partie. Mais que dit cette colère? Que dit cette colère? Moi, je crois qu'elle dit deux choses, alors on dirait même plus, mais au moins deux choses importantes. D'abord, effectivement, des
petites classes moyennes qui ont ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire qui sont dans un système économique où ils se sentent de plus en plus contraints. Parce que les dépenses obligatoires, notamment le logement, ont beaucoup augmenté ces 20-30 dernières années. Et donc, il suffit que l'essence augmente pour qu'ils aient le sentiment d'être un peu coincés et de ne pas avoir d'argent finalement, notamment pour des loisirs non contraints. Donc ça, c'est le point probablement central. Et je pense que dans donc ça, ce c'est pays, une colère que vous entendez, que vous comprenez. Oui, mais quand elle était ministre, Cécile Duflot avait quand même défendu l'encadrement des loyers. C'était une mesure extrêmement importante, remise en cause par Manuel Valls pratiquement immédiatement d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais parce que je pense que la première question aujourd'hui, c'est le logement. Comme le logement est cher, peu de gens arrivent encore à vivre à Paris, qui est devenu un entre-soi social absolument terrible. Moi, je me suis même un peu mal à l'aise dans les rues de Paris par cette homogénéité sociale, et on sait bien que beaucoup de gens ne peuvent plus y vivre. On a des gens, c'est la même chose à Nantes, qui quittent la première, la deuxième couronne, qui se retrouvent assez loin parce que le logement y est moins cher, mais ont du coup des coûts de transport plus élevés et se retrouvent donc encore plus piégés quand le prix de l'essence augmente. Donc il y a une frustration sociale très forte qui s'exprime là. Mais est-ce que vous ne changez pas un peu de sujet en parlant du logement, alors que les gens qui ont la grogne qui va venir là samedi, a priori c'est plutôt sur le carburant, et notamment un lien direct, d'après eux, en tout cas avec la fiscalité écologique. D'ailleurs, c'est assumé par le gouvernement. Agnès Buzyn l'a encore redit hier, il faut éradiquer le diesel de nos axes routiers. Emmanuel Macron et Édouard Philippe disent « j'assume la fiscalité écologique ». Vous êtes d'accord avec eux? Moi, j'ai plein de questions à vous poser. Enfin, vous m'avez peut-être invité pour l'inverse. Non, mais on est là pour dialoguer, j'essaie de vous comprendre. Comment se fait-il qu'on ne parle que de ces quelques centimes de fiscalité écologique alors qu'on est sur le prix du carburant et sur des questions d'aménagement du territoire? J'ai tendance à me demander si ça n'arrange pas tout le monde, y compris le gouvernement aujourd'hui, qui est en train de se repeindre en vert avant des échéances électorales européennes où ils savent que les listes écologistes, comme ça se passe aujourd'hui en Allemagne, en Hollande ou ailleurs, sont en train de monter. Donc finalement, le gouvernement lui-même a intérêt à dire aux manifestants « oui, c'est à cause de la fiscalité écologique » et vous allez rire, on va tenir les positions. C'est vraiment la ligne qu'il a choisie. Absolument, c'est ce que dit le gouvernement aujourd'hui. Absolument. Mais il en faut une de fiscalité écologique ou pas? Évidemment qu'il en faut une. Donc il faut bien inciter les Français à prendre moins leur voiture. Absolument. Donc l'augmentation du prix des carburants, vous n'êtes pas contre a priori? Je ne suis pas contre a priori. D'accord. Non, ça c'est clair. Mais tout en entendant la colère. Mais oui, j'entends la colère. Mais il faut effectivement... le problème, c'est qu'on manque aussi de cadre de dialogue. Moi, ça m'intéresse de discuter avec... ceux qui sont en colère aujourd'hui. Et de fait, on le fait sur les territoires. Il ne faut pas croire qu'on est dans une bulle où on ne quitterait jamais le Sénat et quelques beaux quartiers parisiens. On est quand même encore élu de département. On en parlera, vous êtes élu à Nantes en l'occurrence. Donc on rencontre des gens. Moi, c'est pour ça que je dis d'ailleurs, la première question, c'est le logement. Parce que derrière le logement, il y a les formes de mobilité, et c'est les formes de mobilité qui créent. En gros, ce que vous dites, c'est baissons la charge du logement dans les budgets des foyers, de manière à ce que le pétrole soit moins un problème. Oui, et qu'on recrée de la mixité sociale. Parce que cette mixité sociale est en train de disparaître, et la colère qui s'exprime, c'est aussi ça. Je ne peux pas vivre là où j'ai envie de vivre. Ça, c'est un point extrêmement important aujourd'hui et qui fait partie de cet ensemble de sentiments de frustration sociale. Donc, j'y suis très attentif. Donc, moi, j'assume la fiscalité écolo. J'aurais du mal à ne pas l'assumer puisque l'amendement qui a entraîné la trajectoire de hausse, c'est un amendement d'abord du Sénat que j'ai déposé, défendu avec le soutien de Ladislas Poniatowski et des Républicains. Donc c'est quand même. Donc c'est vous qui êtes à la base de cette fiscalité écologique. Si vraiment je vais aller chercher. Si vous cherchez un responsable, j'en fais partie. Mais donc vous dites que ce ne sont que quelques centimes. C'est un message que vous voulez faire passer aussi aux. Mais ce message-là, c'est une évidence. Enfin, tout le monde, il n'y a qu'à regarder. Tout le monde, je ne suis pas persuadé. C'est d'abord le prix du baril de pétrole. Voilà. Ensuite, c'est la TVA. Donc, qui rentre dans le budget de l'État. Après, il y a des taxes, une partie vont aux régions. Et puis, il y a une petite partie, effectivement, qui est la fiscalité écologique qui s'est rajoutée. Donc, il faut un vrai dialogue sur les coûts sociaux liés à cette augmentation du prix du carburant. Il faut évidemment tenir un discours de vérité disant aux Français, c'est pas possible de continuer d'émettre du CO2 parce qu'y compris tous les efforts que vous faites, et la quasi-totalité des familles en France a une priorité qui sont ses enfants. Donc tous les efforts que vous faites, finalement, vont être ruinés par la crise climatique. Donc il faut bien arrêter d'émettre du CO2. Donc le contrat derrière, c'est de dire,
vous allez sortir de véhicules extrêmement émetteurs, diesel ou essence, mais il faut vous accompagner. En ce sens d'ailleurs, il m'arrive d'être critique sur ce gouvernement, je trouve que les dernières propositions pour accélérer finalement la mutation du parc, faites par Édouard Philippe ce matin, vont dans le bon sens. Il manque simplement, et c'est un point sur lequel je suis quand même extrêmement mobilisé, le fait qu'une partie de cette fiscalité écologique, dans notre esprit, et le Sénat a beaucoup voté en ce sens-là, doit aller vers les collectivités, vers les territoires, parce que l'offre de transport public notamment, elle est bien payée par les intercommunalités, par les régions, et que ça, dans le discours gouvernemental, cette partie-là, l'aide aux territoires, aux collectivités pour financer de l'offre alternative de transport public, de transport collectif, elle n'y est toujours pas. Mais on continue et j'espère que le gouvernement nous entendra. Donc du coup, il y a Matella qui vous demande quelles actions, à part les taxes de la part des législateurs. Vous venez d'expliquer qu'il y a cette aide du coup à changer de véhicule, mais beaucoup de personnes disent que c'est pas suffisant. Beaucoup des personnes qui vont... Là, quand même, l'aide pour les ménages modestes, si on en croit ce qu'a dit le Premier ministre, donc il faut voir les décrets derrière évidemment, mais les annonces sont assez claires. 4 000 € pour un ménage modeste, y compris pour acheter un véhicule essence d'occasion qui consomme peu. Donc pas réservé au Toyota Prius qui coûte 25 000 balles. A priori, beaucoup de ménages devraient pouvoir être en situation de changer de véhicule. Même ceux qui, de manière inconsidérée, avaient acheté un gros SUV qui émet beaucoup de CO2 peuvent très bien aujourd'hui l'abandonner pour acheter une petite voiture. À propos de la mobilisation qui se prépare donc samedi, très protéiforme, très inattendue, on ne sait pas très bien à quoi ça va ressembler. Public Sénat est allé chercher dans son tiroir à archives et a ressorti un précédent en 1992. Le Premier ministre Pierre Bérégovoy, de gauche, envoyait l'armée pour débloquer les routes. À l'époque, c'était les routiers. Mais c'était les transports routiers. C'était les transports routiers. C'est pas de même nature. Alors, il avait raison, Pierre. C'est pas de même nature, mais enfin, si on est dans une situation similaire samedi, est-ce que vous pensez que la méthode Pierre Bérégovoy est la bonne? Envoyer l'armée pour débloquer les axes routiers? Non. Non? Mais non. D'abord. Pierre Bérégovoy l'a fait en 92. Oui, mais il l'a fait sur un mouvement catégoriel de routiers. Et même si vous allez encore plus loin, la chute du président Allende a commencé par une grève des transporteurs au Chili. Donc on peut tirer des fils très loin et trouver des parallèles hasardeux. Donc, pas si hasardeux que ça, ce parallèle-là. Ça rappelle quand même notre mémoire que bloquer les routes en France... Il y a une colère sociale qu'il faut entendre. Donc il faut effectivement dire qu'il y aura un accompagnement des ménages les plus modestes pour qu'ils puissent, y compris, changer de comportement. Parce que même sur la fiscalité écologique, le prix du baril de pétrole peut monter de manière très forte du jour au lendemain. Ça, on le dit peut-être pas non plus assez. Si ça se dégrade entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et qu'il y a un blocage du détroit d'Ormuz, le litre il est à 3-4 euros. Et là, ça ne sera pas de la fiscalité. C'est un aveu d'impuissance, on ne peut rien faire. Donc il faut sortir de cette dépendance. Donc pour sortir de cette dépendance, il n'y a pas le choix, il faut changer de type de véhicule. D'abord, tout de suite, des véhicules qui consomment moins. Aujourd'hui, des véhicules qui consomment assez peu. Et puis, je pense que la mobilité électrique, plus de transport public, mais ça coûte cher, donc il faut bien effectivement le financer par des flux financiers par ailleurs. Ce sont les vraies réponses avec la question de l'aménagement du territoire et du logement. Si on continue de concentrer l'activité sur quelques métropoles avec des gens qui habitent à 40-50 km, ils sont piégés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une partie de l'activité métropolitaine, c'est ce que je défends dans mon département avec l'association Territoire 44 qui m'a porté aux dernières élections sénatoriales, c'est qu'aussi aujourd'hui, et ça c'est encore un sujet compliqué, une partie même de l'activité quitte les métropoles pour les villes moyennes. C'est vrai, ça, c'est de l'aménagement du territoire, ça c'est une vraie priorité. D'accord. Merci en tout cas Ronan Dantec pour ce premier échange. Je voulais qu'on commence par ce mouvement du coup de samedi prochain. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous ont rejoints. On est toujours en direct. Vous êtes avec nous. On discute avec Ronan Dantec, donc sénateur écologiste. Aujourd'hui dans Questions au sénateur avec Public Sénat. N'hésitez pas à nous joindre vous joindre à nous pour cette conversation. Poser des questions au sénateur qui est là pour vous répondre. On va reparler d'écologie. Avant, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre parcours. Vous avez été élu pour la première fois sénateur en 2011. Et vous êtes nantais d'origine. Mais surtout dans vous avez une erreur de non, pas d'origine. Vous avez été élu à Nantes. Non, ce que je voulais dire, c'est que brestois d'origine. Vous êtes brestois, vous êtes né à Brest, vous avez été élu municipal avec Jean-Marc Ayrault à l'époque à Nantes. Adjoint, c'était en 2001, c'était dès 2001, ouais. Et surtout, vous avez fait une formation de vétérinaire. C'est même pour ça que je suis à Nantes. Alors, expliquez-moi ça. Je suis parti faire mes études de vétérinaire à Nantes. Et vous vous êtes installé dans la foulée. Voilà. Vous avez exercé le métier de vétérinaire. J'ai pas eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps? Non. Ça vous aurait plu?
Ça m'aurait plu, je n'ai pas choisi cette formation pour rien, mais j'étais un peu dans le syndrome d'Actari, mais je ne sais pas si quoi, vos auditeurs, téléspectateurs connaissent encore d'Actari. Je veux bien que vous expliquiez. D'Actari, c'était une série télé. Alors il y a eu beaucoup de saisons pour parler comme aujourd'hui. Donc c'était un vétérinaire en Afrique. Et il a créé des générations et des générations d'aspirants vétérinaires. D'accord. Et donc je voulais être un peu d'Actari. Et puis arrivé à l'école vétérinaire, assez vite, finalement, je me suis dit que pour agir sur le monde, c'était peut-être pas le boulot qui me correspondait le mieux. Et la dernière année, j'étais directeur de radio associatif. Alors du coup, voilà, vous avez été aussi animateur radio, j'ai vu ça. Du coup, j'ai créé ma propre radio. Alors expliquez-nous ça, c'était quoi cette aventure? Vous avez lancé votre média? En fait, j'ai commencé à faire de la radio très tôt, en 82. Donc là, on est quand même dans le début des radios libres. Je faisais une émission de musique bretonne que j'ai entraînée avec moi de Brest à Caen, où j'ai fait ma prépa jusqu'à Nantes. Et je suis arrivé à Nantes en 87, au moment où finalement les réseaux avec beaucoup plus d'argent commençaient à récupérer les fréquences des radios associatives. Et je ne trouvais plus de radio pour faire mon émission, ce qui était extrêmement irritant. Donc j'ai dû créer la radio qui me permettait de continuer de faire mon émission. Et donc j'ai été directeur de radio l'après-midi en étant étudiant vétérinaire le matin. D'accord. Je ne suis pas sûr que tous les profs aient beaucoup apprécié la plaisanterie. C'est vrai? Ouais. Vous avez eu des retours un peu cinglants? Ça m'a coûté 6 mois en plus, puisque j'ai dû rater 1 ou 2 examens sur la fin. Mais j'ai fini par sortir avec un diplôme quand même. Chapeau. Mais du coup, comment est-ce que vous êtes passé donc, de cette vie étudiante en vétérinaire à la politique? Vous étiez écologiste dans l'âme déjà tout petit? Comment ça s'est fait? Expliquez-moi un peu. J'ai adhéré à la Confédération écologiste, il n'y avait pas encore les Verts, en 82. Donc j'étais j'étais en prépa. Donc je n'étais même pas, j'avais pas encore réussi mon concours. Moi j'ai tendance, parce que c'est une question qu'on me pose ici et là, et j'ai pas la réponse, j'ai un peu tendance à penser que j'ai toujours fait de la politique. Que les années 70 dans le Finistère, mon lycée était très politisé par exemple. C'est la lutte victorieuse contre la centrale nucléaire de Plogoff, c'est donc le combat antinucléaire qui pour moi est absolument fondateur, et gagné. J'ai gagné beaucoup de combats, ça c'est important dans une vie politique. Comment ça, gagner le combat contre le nucléaire? Il n'y a pas eu de centrale en Bretagne. On a gagné ce combat-là, pardon. On a gagné à Plogoff, on a gagné au Carnet ensuite en Loire-Atlantique, là j'étais encore là, et puis on en a gagné d'autres, on a gagné MDDL, je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Donc finalement, moi je suis né en 63, le milieu des années 70, j'ai une douzaine d'années, mais on est quand même dans un monde très politisé, avec beaucoup de luttes. 78, marée noire de la Moco-Cadiz, ça marque aussi. Et donc finalement, j'ai retrouvé les premiers bouquins que j'ai pu acheter, mes premiers bouquins écolos. Je les ai lus, j'étais en 4e, 3e. D'accord. Des bouquins d'écologie politique déjà. Donc j'ai tendance à penser que si j'ai un fil rouge dans la vie sur lequel je peux bouger, c'est l'engagement politique et écolo. Et écolo, d'accord. Du coup, vous êtes au Sénat depuis 2011, c'est votre 2e mandat. Vous siégez au sein de la commission qui s'occupe de l'aménagement du territoire, c'est ça? Vous menez des travaux, du coup, on en parlait tout à l'heure sur les transports en commun, les territoires, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement? Il y a une utilité particulière au Sénat de travailler sur ces sujets-là? Ah oui, bien sûr. Moi, ce qui m'a plu en arrivant au Sénat, c'est de voir que finalement, on pouvait bouger les choses. Ça ne sert pas à rien, le Sénat. Ça ne sert pas à rien. Déjà, c'est un peu provoque de le dire à ce stade, mais nous avons bougé, parce que c'est toujours un travail entre le jeu et le nous. Il y a à la fois de l'initiative individuelle, et puis s'il n'y a pas un collectif derrière, ça ne marche pas. Donc il faut jouer toujours sur ces 2 niveaux ensemble. Le fait de passer cet amendement qui avait augmenté la trajectoire du prix de la taxe carbone, ça a bougé 10 milliards du budget de l'État. Et Nicolas Hulot l'a réaugmenté un petit peu avec Emmanuel Macron derrière, mais on avait fait le boulot à l'époque. Donc quand vous passez un amendement qui bouge 10 milliards sur 3-4 ans du budget de l'État, vous n'avez pas le sentiment de n'avoir rien fait. Quand on parle de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est au cœur aujourd'hui des attentes, là aussi, c'est un travail qu'on a mené avec mes camarades écolos de l'Assemblée nationale. Et c'est nous qui avons obtenu, mais vraiment dans la dernière nuit,
avant la présentation par Ségolène Royal des grands axes de la loi de transition énergétique, on a obtenu que la PPE ne soit pas sur 5 ans, mais sur 10 ans. Et c'est bien parce qu'elle est sur 10 ans que le gouvernement a autant de mal à la sortir aujourd'hui, parce que grâce à ça, c'est vraiment devenu un document clé d'orientation sur l'énergie. Alors, on ne va pas passer l'émission là-dessus, mais, je pense qu'en tant que parlementaire, en tant que sénateur, à condition d'être en capacité, y compris de trouver des majorités de circonstances. Moi, je suis dans la minorité au Sénat, je suis un homme de gauche. Est-ce que vous dites que vous êtes prêt à travailler, y compris avec la droite majoritaire, quand ça va dans le sens ? On est toujours prêt à travailler avec tous ceux qui sont d'accord sur un certain nombre d'axes. On ne va pas être dans une posture politicienne où on dirait toujours non à ce qui vient d'en face. Mais est-ce que ça n'avançait pas un peu mieux dans votre sens quand le Sénat était à gauche ? Vous avez été rapporteur de 2 lois, par exemple, de propositions de loi, protection des lanceurs d'alerte, la loi de Marie-Christine Blandin et la loi sur les produits phytosanitaires à usage non agricole de Joël Labbé, qu'on a reçu sur ce plateau il y a quelques semaines. Oui, on a eu un moment où effectivement on a pu faire passer un peu plus de choses, mais les amendements les plus structurants ont quand même été avec un Sénat de droite au moment de la loi de transition énergétique, où là on a réussi assez régulièrement à se mettre d'accord sur des choses assez ambitieuses. Est-ce que vous pensez que vos collègues députés qui sont minoritaires ont moins de facilité que vous à faire avancer des choses et des dossiers ? Il faut leur demander, mais ce qui est certain quand même, puisqu'il y avait marqué sur mon petit papier avant pas de langue de bois, ou au moins certifié FSC, c'est que c'est plus difficile avec l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui, parce que le groupe En Marche est tellement ultra majoritaire qu'on ne peut pas non plus y compris jouer sur les différences de sensibilité entre les membres de ce groupe majoritaire. Ils ont quand même tendance à voter comme un seul homme. Ce qui fait que je pense que le Sénat a perdu une partie de sa capacité d'amendement, et d'amendement, je dirais, un petit peu de bon sens, le terme est un peu galvaudé, mais en tout cas d'amendements qui peuvent améliorer la loi et qui sont adossés à des consensus. Et ce boulot-là, je crois qu'il est important pour un sénateur, parce que sinon, effectivement, on se lève le matin, on prépare des amendements, on fait travailler tard ses collaborateurs, on peut les faire passer ici et là dans le cadre d'accords avec les autres groupes politiques, mais on sait que le destin de l'amendement est de ne pas survivre à la lecture à l'Assemblée nationale, ce qui est assez frustrant. Et effectivement, on a plutôt une dégradation du travail parlementaire à ce niveau-là, liée à la composition ultra-majoritaire du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un peu dommage. On a bien senti quand même depuis la rentrée que le gouvernement avait compris que le bicamérisme, ça voulait dire quand même aussi faire attention à la deuxième chambre. Il y a d'autres moyens de contrôle ou d'enquête. À propos du travail parlementaire, il y a Mattela dans le chat qui voulait vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'absentéisme dans l'hémicycle. C'est une image qui revient assez souvent quand on voit des images, notamment à la télévision sur Public Sénat, de l'hémicycle du Sénat, assez vide. En fait, c'est assez paradoxal, mais quand l'hémicycle est plein, c'est souvent là où les sénateurs travaillent le moins. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que sur une loi, viennent ceux qui ont travaillé la loi, ceux qui l'ont travaillé en commission. Mais les autres, ça ne les regarde pas ? Ça les regarde, mais la journée faisant 10 heures, plutôt 10 que 8, il faut quand même travailler, justement. Travailler, ça veut dire rencontrer des gens, ça veut dire préparer des amendements, ça veut dire faire des auditions. Le travail en commission est extrêmement important. Et donc, demander à un sénateur d'être totalement présent en séance, c'est finalement pas la meilleure manière de l'amener au plus d'efficacité. Alors, il faut trouver un équilibre. Évidemment, si l'hémicycle est vide en permanence, ça ne marche pas non plus. Mais si vous regardez bien, il est rarement vide. Et par exemple, les sénateurs d'une commission qui s'est saisie d'un texte de loi sont généralement là en séance. Et c'est eux qui sont les plus efficients. Comment se passent vos relations avec le groupe La République En Marche, dont le président François Patria est vétérinaire de profession lui aussi? C'est Ecladus qui vous demande ça. Si on avait des relations particulières parce qu'on est vétérinaire de formation... Le lobby des vétos. Je rappelle que je n'ai pas exercé, qu'on a aussi Gérard Larcher, qui est président du Sénat, qui est vétérinaire. Il y en a d'autres. Il y a toujours eu beaucoup de vétérinaires au Sénat. Donc si ça fonctionnait particulièrement, ça sous-entendrait qu'il y a un lobby. Et je pense que il faudrait... Non, on est d'abord sur des lignes politiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes, même si, évidemment... Tout le monde discute avec tout le monde. Il y a un de vos collègues En Marche, André Gattolin, qui a déposé une proposition de loi pour aligner l'âge d'éligibilité à la majorité au Sénat.
En fait, à 18 ans en France, on peut voter, on peut être élu maire, on peut être élu député, on peut être élu président de la République. Mais pas sénateur. Oui, il faudrait le faire. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Bon, et ben voilà. Très bien, c'est ce que je voulais savoir. Ok, je reviens donc sur votre engagement écologiste. Encore une fois, je vous invite à poser vos questions. Il y a La Blouse sur Twitter. Il y a même un hommage aux femmes de Plogoff quand même. Il y a un hommage aux femmes de Plogoff, effectivement. Renée Conan, qui était une militante écologiste que j'ai bien connue, du Morbihan, a fait un très beau livre sur les femmes de Plogoff. Il s'appelle comment ce livre? Femmes de Plogoff, je crois bien. Femmes de Plogoff. Une recommandation de lecture de la part de Ronan Dantec, surtout n'hésitez pas. Il faut vraiment trouver le bouquiniste. Enfin maintenant, sur eBay, on trouve plein de choses. Voilà, si vous le trouvez sur eBay, n'hésitez pas à mettre le lien dans le chat, comme ça tout le monde pourra en profiter. La Blouse sur Twitter voulait votre position sur le glyphosate. Elle est connue, ma position sur le glyphosate. Vous soutenez le gouvernement qui veut l'interdire? Oui, j'ai été, comme vous l'avez dit, rapporteur de la loi Labbé. C'est un beau souvenir. On l'a passé à une voix. Une voix. Ça s'est vraiment joué à très très peu. On rappelle, c'est la loi qui a interdit l'usage des pesticides en ville par les jardiniers amateurs sur l'espace public. Il se trouvait que moi, en tant qu'adjoint à Nantes, parce que la politique, c'est quand même une continuité. C'est ça qui est quand même important à comprendre. En tant que vice-président de Nantes Métropole et adjoint au maire de Nantes, j'avais moi-même interdit l'usage par nos services des pesticides à partir de 2002, et notamment du glyphosate. Donc, pouvoir, 10 ans après, passer dans la loi ce qu'on a fait soi-même sur le terrain, sur son territoire, il y a une continuité. Maintenant, effectivement, l'étape suivante, c'est la sortie du glyphosate. Autant pour des raisons de santé humaine, là il y a eu la condamnation aux États-Unis qui par effet domino a entraîné aussi la chute de l'action de Bayer. Je me demande bien pourquoi Bayer est allé acheter Monsanto, mais c'est leur problème. Et surtout, il y a une atteinte à l'environnement extrêmement importante. La baisse de biodiversité aujourd'hui dans ce pays, notamment de biodiversité banale, les passereaux, même le nombre de moineaux, la linotte mélodieuse. Ce sont des oiseaux qui disparaissent, qui étaient des oiseaux extrêmement courants. Et c'est l'agression chimique qui est la grande responsable de tout ça. Donc il faut absolument réduire fortement. Donc le gouvernement ne l'a pas mis dans la loi, mais continue de dire, Guillaume de Rugy ensemble, nous allons sortir en 3 ans du glyphosate. Le président l'a redit aussi. Donc j'ai tendance à penser qu'on va le faire. L'INRA dit d'ailleurs que dans 90-95% des cas, l'agriculteur n'a plus aujourd'hui besoin de glyphosate, donc je suis assez optimiste. C'est peut-être un point sur lequel, dans la famille écolo, je suis un peu l'optimiste de service quand même. Mais je pense qu'on n'est peut-être pas si loin en France, si on réussit à sortir du glyphosate, des néonicotinoïdes, métamsodium interdit il y a quelques jours par l'ANSES, si cette agression chimique diminue fortement. Et là, on a tapé quand même des produits extrêmement dangereux. Alors, il ne faudrait pas les remplacer par d'autres encore plus dangereux. Mais si on continue dans ce sens-là, on peut peut-être être sur des bases de reconquête de biodiversité. Ce n'est pas infaisable. Les choses s'améliorent, on va dans le bon sens. C'est le message d'optimisme que vous nous donnez. Parce que... Pour être exact, les choses s'aggravent. D'accord. Parce que là, l'effondrement de la biodiversité banale est un énorme problème, mais on n'est peut-être pas si loin du point de bascule, parce qu'on est en train quand même de se focaliser sur le premier problème. Alors, il y en a d'autres, mais celui-là est quand même absolument essentiel, qui est l'agression chimique. Donc si on réussit à réguler cette agression chimique, on n'est peut-être pas si loin en France d'un début de reconquête. Après, malgré tout, il y a le dérèglement climatique, il y a l'étalement urbain et la perte des terres agricoles, donc on a d'autres problèmes, mais on peut peut-être avancer là-dessus. Il y a une question de Tché sur le mix énergétique qui vous demande comment pensez-vous qu'il soit possible de concilier l'énergie intermittente, l'éolien et le solaire, avec la sortie du nucléaire et l'électricité bas carbone. D'abord, l'intermittence, la variabilité, c'est pas... Un jour j'ai 100 et un jour j'ai 0. Il y a peu de moments en France où il y aurait ni vent ni soleil sur tout le territoire en même temps, puisque je rappelle que le réseau est connecté, voire même à l'échelle de l'Europe, puisqu'on a quand même un réseau connecté aussi à l'échelle européenne. Donc ça n'est pas une intermittence totale. Ça, c'est quand même important de le dire. Après, on a des productions thermiques de soutien, notamment des centrales gaz, donc on sait comment y répondre aussi. Et le nucléaire, qui n'a pas de potentiomètre, on ne peut pas tellement jouer sur la puissance, ne correspond pas du tout à la variabilité du renouvelable. Donc l'enjeu, c'est d'abord le réseau, la gestion prévisionnelle, l'arrivée des biogaz va être aussi pour l'électrique un point important à ce niveau-là.
et les autres pays européens y arrivent de mieux en mieux. Il faut plus de réseaux interconnectés, plus de gestion prévisionnelle et un peu de thermique, gaz, biogaz d'appoint, et à partir de là, le système fonctionne. Sur votre engagement écolo, il y avait une question posée par Oscar sur Twitter qui me dit, il est vétérinaire et écolo, est-ce qu'il est végé ou vegan? Ni l'un ni l'autre. Ni végétarien ni vegan. Non. Alors, du coup, ça me rapporte à une deuxième question qui dit comment est-ce que vous conciliez votre engagement écologiste politique avec votre vie de tous les jours? Est-ce qu'on peut être écolo et manger de la viande? Oui. 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 Alors, il ne faut pas abuser du bœuf argentin, quand même. Donc, quand vous êtes devant une carte de restaurant qui vous propose une pièce de bœuf argentin, vous dites non. Prenez plutôt de la volaille, qui a quand même une empreinte carbone moindre, même si derrière, il y a un peu, voire beaucoup de soja OGM, ce qui est un autre problème. Donc, il faut manger moins de viande, c'est évident. Mais c'est une vraie question philosophique. Et moi, j'assume totalement mes positions, y compris, là, j'ai organisé un colloque sur les grands singes, et le chimpanzé lui-même est omnivore. Donc, il mange de la viande, il mange même généralement d'autres singes. Et je pense que moi, j'assume, en tant qu'être vivant omnivore, de manger de la viande, ce qui n'empêche pas d'être extrêmement, et c'est une vraie question de société, d'être extrêmement aujourd'hui attentif au bien-être animal, conditions dans les abattoirs, où là on voit bien qu'il y a une montée d'exigence, qui est finalement une montée d'une forme d'humanisme. Mais ça pourrait provoquer quelques réactions. Tant mieux, si vous avez des réactions, dites-nous ce que vous en pensez. Humaniste, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la protection animale. Mon travail de doctorat vétérinaire, que je n'ai toujours pas terminé, donc j'ai encore quelques années, mais il va être temps là bientôt, était sur l'histoire de la protection animale, et on voit bien finalement que entre la protection animale et l'humanisme au 19e, début 20e siècle, il y a un parallèle. Donc plus on prend soin de l'animal, généralement plus on prend soin de l'homme. Mais pour autant, je ne sors pas l'homme du règne animal, et j'assume son caractère omnivore en maîtrisant l'empreinte écologique qui est derrière. Et notamment, moi je suis un écologiste convaincu depuis toujours, mais le mouvement vegan, végétarien, il n'y a aucun souci, je le comprends bien philosophiquement, j'ai plein de végétariens autour de moi, y compris dans ma famille, mais le mouvement vegan, dans sa posture très dure, sort presque l'homme de la nature. Donc je ne le trouve pas très écolo au final. Moi j'assume que l'homme soit dans la nature, dans cette histoire, ce qui n'empêche pas, et ça c'est une partie de mon histoire, que sur le bien-être animal et la protection de la vie sauvage, d'être extrêmement attentif et engagé. Mais le mouvement vegan est-il encore dans la nature? C'est un débat que vous pourriez tenir. Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs, tiens, sur le chat. Est-ce que le véganisme sort un petit peu l'homme de la nature et donc de son humanisme? Intéressant. J'ai une question d'Alcanoïde sur la réforme de la Constitution. On revient un peu du coup sur le sujet institutionnel et le Sénat. Quelle est votre position sur la réforme constitutionnelle? Est-ce que, comme Gérard Larcher, le président du Sénat, vous considérez que c'est une sape des droits du Parlement? Fin de citation. Déjà, est-ce que, après l'affaire Benalla, qui en quelques clés de bras a réduit à néant une réforme constitutionnelle, ce qui est quand même très très fort, et dans lequel le Sénat a joué son rôle avec sa commission d'enquête? Tout à fait. Moi, je ne vois pas aujourd'hui la réforme constitutionnelle avancer très vite. Oui, mais comme c'est une loi organique, il faut un moment. Soit on passe par le référendum, et personne ne voit le président de la République prendre le risque d'un référendum maintenant, soit c'est une loi organique, et donc il faut un moment un vote commun des deux chambres. Donc ça peut durer des années. On peut avoir 12 lectures, 15 lectures. C'est comme Pour vous, c'est presque pas à l'ordre du jour. C'est un truc. Pour moi, c'est peu à l'ordre du jour aujourd'hui, mais effectivement, derrière, je trouve que le gouvernement joue un jeu dangereux dans le fait de réduire effectivement le rôle du Parlement. Moi, je suis plutôt un parlementariste. Je pense que la Ve République est allée trop loin sur le fait de donner cette écrasante responsabilité à un homme seul, qui est finalement une vieille tradition française. Donc le Parlement est important. Le Parlement doit être le lieu à la fois des consensus et de l'élaboration de politiques publiques efficientes, bien sûr toujours en lien avec les ministres et le gouvernement, mais je pense que cette réforme n'allait pas dans le bon sens. Je serais assez surpris qu'elle aille très très loin. Alors peut-être qu'il y aura un accord à l'arraché avec quelque chose qui n'irait pas très très loin, mais notamment
les capacités d'évaluation et d'enquête du Parlement doivent être absolument renforcées. Il ne me semblait pas que c'était l'esprit initial de la réforme constitutionnelle. Et du coup, le rôle qu'a joué le Sénat dans le cadre de la commission d'enquête, c'est la preuve que le Sénat peut être utile et efficace oui, et jouer son rôle de contre-pouvoir. C'était une manière de remettre les compteurs à zéro aussi. Je crois que là, le Sénat a vu la brèche assez vite et que le gouvernement a eu un peu de mal à sortir de cette affaire. Sur le véganisme, il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec vous. Hein. Je suis d'accord, je suis assez d'accord, le vegan est un phénomène de mode. Non, c'est intéressant. Intéressant, continuons cette discussion en tout cas. Donc il va falloir que je provoque plus fort pour provoquer plus de réactions. Il va falloir y aller un peu plus fort, ouais, mais c'est pas impossible. Il y a pas mal de questions sur Nantes, sur la ville de Nantes, dont vous êtes originaire, dont surtout vous êtes, pas originaire encore une fois, mais adjoint, dont vous avez été adjoint. Aujourd'hui vous êtes simple conseiller municipal, vous ne cumulez pas les mandats. Non. D'ailleurs je crois même que vous avez arrêté de cumuler les mandats avant que la loi entre en vigueur. Ah oui, oui, oui. Non, mais en 2011... j'ai été élu sénateur. Le mois d'après, j'avais démissionné de tous mes mandats exécutifs. J'étais quand même vice-président de Nantes Métropole, c'est pas tout à fait rien. Alors qu'à l'époque, non seulement c'était pas obligatoire, mais en plus c'était beaucoup pratiqué au Sénat. Par contre, j'ai gardé un poste de conseiller municipal de base. J'ai une délégation minime, je suis juste, j'ai gardé mon poste parce que celui-là compte pour moi, est important. Je reste le porte-parole mondial, c'est un peu ronflant de le dire comme ça, des villes dans les négociations sur le climat. Et si j'étais pas resté conseiller municipal, je ne pouvais plus l'être. Je ne peux pas représenter les villes sans être au moins un conseiller municipal de base. Et ça, c'est important puisque ça fait maintenant 10 ans que je porte la voix des villes dans les négociations sur le climat. Et donc ça, je voulais le garder. Et donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai gardé un poste de base, mais je ne cumule pas depuis 2011 les rôles exécutifs. On a deux questions de Guy et de Loustic qui reviennent sur la question de la place de la Loire-Atlantique dans la région Bretagne. Guy qui vous demande quand est-ce qu'on aura enfin une grande région Bretagne à 5 départements qui pourra enfin assurer la compétition avec les autres grandes régions françaises. Et Loustic qui vous demande faut-il que le département de la Loire-Atlantique revienne en Bretagne? Quelle est votre position? Alors, il se trouve qu'en 86, j'étais pas très vieux, j'avais 23 ans, j'ai été le président pendant 2 ans, de 86 à 88, du comité pour l'unité administrative de la Bretagne. Je subodore que dans les questions, il y a peut-être des gens qui connaissent un peu mon histoire. Ouais. Moi, je reste convaincu qu'il y a une aberration, une double aberration, culturelle et économique. Culturelle, évidemment, puisque Nantes est la capitale historique de la Bretagne, reste un département pour moi très breton. Alors, l'enjeu, ce n'est pas les frontières de 1532. Hein. Je n'ai pas vraiment... c'est les frontières actuelles de la Bretagne. Un respect absolu des frontières. Non, celle de 1532, c'est au moment où Anne de Bretagne... Enfin, pour mieux dire, c'est pas Anne, c'est Claude de France, qui était la fille d'Anne de Bretagne, se marie avec François Ier. Fin du duché de Bretagne. Donc, 1532. Donc, les frontières du duché de Bretagne, c'est bien les 5 départements, dont la Loire-Atlantique. Ça, c'est clair. Mais surtout, l'identité culturelle, territoriale, et c'est un vrai sujet sur lequel j'ai un bouquin qui sort actuellement, qui s'appelle Bretagne du XXe siècle. C'est l'occasion de faire un peu de publicité dans toutes les bonnes librairies depuis la semaine dernière. Donc c'est une question qui m'intéresse toujours beaucoup. Je pense que les gens ont tous besoin d'identité. L'identité bretonne est une identité positive, qui n'est pas une identité agressive, justement, qui n'est pas une identité dirigée contre les autres. Il y a des identités d'ouverture et des identités de repli. Celle-là me semble une identité qui participe d'un narratif d'ouverture, donc je la défends toujours. Et par opposition aux Alsaciens, par opposition aux Basques, par opposition aux Corses. Par opposition au nationalisme. C'est un peu le sujet du moment, entre patriotisme et nationalisme, mais je ne reprends pas la phrase de Romain Gary, mais moi je crois qu'il faut être attentif au respect des identités, et derrière les identités, du coup, au respect des diversités, parce qu'il n'y a pas de diversité sans identité. Donc je me suis toujours investi notamment pour l'enseignement de la langue bretonne. C'est un point de mon itinéraire militant qui m'éloigne de la défense de l'environnement, mais qui fait vraiment partie de mon histoire. Et Nantes, la Loire-Atlantique, est un département très breton dans ses comportements collectifs. Je vous parlais de Plogoff, la lutte de Plogoff. Ce qui ressemble le plus à cette lutte de ma jeunesse, c'est quand même Notre-Dame-des-Landes, où on a retrouvé finalement les mêmes habitudes militantes, les paysans, les militants écolos, les étudiants, et cette capacité de dire bah, vous allez rire, mais ça va être non. Et à la fin, c'est toujours non. Donc c'est un département très breton, ça c'est le premier point. Mais l'autre raison pour laquelle j'ai toujours été pour un redécoupage, c'est aussi parce que les métropoles en Bretagne
c'est quelque chose d'important. Nantes, ça pèse, Rennes, ça pèse, Brest aussi. Et que finalement, de ne pas avoir de région qui chapeaute ces 3 métropoles, c'est une fragilisation en termes d'aménagement du territoire pour quelqu'un qui, comme moi, pense qu'il y a un enjeu majeur sur les villes moyennes aujourd'hui. Et donc, je trouve qu'en termes d'équilibre du territoire, le fait d'avoir Nantes et Rennes dans 2 régions, y compris des compétitions entre les 2 régions, n'est pas bon. Après, j'avais fait des propositions de compromis. Je suis aussi quelqu'un de compromis. Ça n'avait pas été compris par tous les militants bretons sur le fait qu'au moment où Hollande a redessiné la carte, moi, j'étais plutôt favorable à ce qu'on aille quand même vers la fusion des 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire, plutôt que le statu quo. Et ça a fini au statu quo, ce qui ne me semble pas une bonne chose. Mais en créant dans cette fusion entre les 2 régions, avec donc des départements non bretons dans cette nouvelle région, une entité spécifique bretonne. Ça, je n'ai pas été suivi. Beaucoup m'ont dit après que ce n'était pas si con comme idée. Mais à l'époque, ça n'a pas marché. Il faudra y revenir. Je pense que quand on regarde la carte, il y a 3 petites régions, Bretagne, Pays de Loire, région centre, Val-de-Loire. La logique, c'est de couper celle du milieu en 2 et on finira avec 2 régions. Ça ne plaira pas à la région centre? Non, pas du tout. J'en parle souvent avec les... Il y a beaucoup d'élus de la région centre au Sénat. Qui sont d'accord avec vous? Qui sont d'accord pour dire que leur région est aussi trop petite et qu'elle pourrait aller vraiment jusqu'au bout du Val-de-Loire et aller jusqu'à Angers. Mais moi, je suis clair sur un point, c'est chaque département qui doit choisir son destin. Moi, je pense qu'à un moment, il faut dire, on va finir avec 2 régions, il y a 5 départements dans les Pays de la Loire, chacun choisit ce qu'il va faire pour lui-même et on respectera sa décision. Donc pourquoi pas un référendum? Même s'ils veulent venir en Bretagne. Même s'ils veulent venir en Bretagne. Pourquoi pas un référendum d'initiative locale en Loire-Atlantique? Oui, alors, c'est l'occasion. Parce que ça a marché à Notre-Dame-des-Landes, entre guillemets? Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Expliquez-moi. J'ai défendu le référendum. Y compris contre une partie des militants sur place qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire? On va se faire entuber. » Et ils n'avaient pas tout à fait tort. Moi, je suis très en colère des conditions de ce référendum. J'avais vu François Hollande en tête-à-tête, y compris dans un avion de retour en rentrée d'Inde d'un voyage officiel, et je lui avais dit, dans la situation de tension, le référendum, et on prenait exemple sur ce qui s'était fait en Allemagne sur la gare de Stuttgart ou de Francfort, je crois, il faut un moment politique qui permette d'en sortir sans l'affrontement physique, parce que notre responsabilité politique, c'était d'éviter les morts. On n'était pas très loin. C'était très tendu à ce moment-là. C'était extrêmement tendu. Et moi j'étais vraiment là-dessus particulièrement préoccupé. Et donc, j'ai défendu le référendum comme moment politique de sortie de crise. Mais à partir du moment où les pro-aéroports ont voulu transformer ce référendum en plébiscite, en choisissant le territoire unique de la Loire-Atlantique qui devait se prononcer pour un aéroport prévu pour la région Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire. Donc, le périmètre avait été choisi pour que le oui à l'aéroport l'emporte. Il n'y a même pas eu une profession de foi, dans les boîtes aux lettres. Donc, je pense que l'État, après avoir dit oui au référendum, n'a pas assumé un vrai moment démocratique où on remettait à plat, où le périmètre, évidemment, il aurait fallu demander à tous les Bretons pour vous. Aux 2 régions, puisque c'était l'aéroport du Grand Ouest payé par les 2 régions. Donc il fallait demander aux gens de Brest au Mans ce qu'ils en pensaient, et puis avec une vraie campagne, des moyens, qu'il n'y ait pas de profession de foi. C'est-à-dire les gens, dans leur boîte aux lettres, n'ont reçu que le bulletin de vote et un lien pour aller sur un site internet. Ce n'était pas possible. Donc je pense que ce référendum a été raté, a montré encore une immaturité politique de ce pays dans sa capacité à sortir des crises et des affrontements. Et ça nous ramène un peu au début de notre échange. Et il y a vraiment de l'immaturité politique dans ce pays, dans cette capacité à sortir des crises. Et vraiment, l'aéroport, j'écrirai probablement un jour un livre là-dessus, a été un moment de grande immaturité où les éléments n'étaient pas sur la table. J'ai fait une commission d'enquête qui montrait que les mesures compensatoires ne marchaient pas, par exemple. Et ça avait été tu, et qu'on n'a pas réussi à assumer un moment démocratique de sortie de crise. Du coup, moi, le premier, au soir du référendum, j'ai dit « cette consultation est nulle et non avenue », puisqu'elle avait été pipotée, et qu'à partir de là, on est revenu au point de départ. Et
même on pourrait dire que c'est en voulant transformer ce référendum en plébiscite et en ne jouant pas le jeu d'un moment démocratique de remise à plat complet que les pro-aéroports ont tué le projet d'aéroport. C'est un peu le paradoxe, mais je pense qu'Emmanuel Macron n'avait plus le choix que d'arrêter ce projet. Et puis là, maintenant, ça ne m'empêche pas. C'est un autre paradoxe d'être aujourd'hui un des vrais soutiens des habitants qui sont les riverains de l'aéroport actuel, puisque moi je défends l'interdiction des vols de nuit. Je suis vraiment pour qu'il soit maintenant prioritaire, et je trouve là que l'État, y compris les collectivités locales sur place qui refusent l'interdiction des vols de nuit, ne répond pas à leur mal-être à eux, et ce n'est pas parce que je me suis investi contre le transfert, que maintenant, il ne faut pas non plus que le bien-être de ces populations autour de l'aéroport actuel ne soit pas plus pris en compte. Et je trouve que là aussi, en termes de débat public, on est en train de renouveler les erreurs qu'on avait sur le premier projet. Et cette immaturité dont vous parliez. Du coup, si on fait un référendum en Loire-Atlantique pour son hypothétique rapprochement avec la Bretagne, il faudrait qu'il soit plus mature et mieux fait. Vous parlez de profession de foi tout à l'heure. Il y a Fanny qui vous demande est-ce qu'il faut des professions de foi? Est-ce que ce n'est pas juste pour les candidats? Non, dans un référendum, il faut un feuillet pour le pour, un feuillet pour le contre. Mais on peut mettre d'accord tous les gens pour et tous les gens contre Non, mais à un moment qu'on tranche, mais qu'il y ait un temps de débat démocratique et que effectivement l'information aille vers l'électeur avant qu'il se positionne. Puis après, il se positionne et il décide. Maintenant, pour finir avec cette question du redécoupage, Olivier Guichard, qui a longtemps été le président de la région des Pays de la Loire, que j'avais rencontré à l'époque, en tant que directeur de radio justement, m'avait dit, il avait raison, la question n'est pas tant la réunification de la Bretagne, de la Loire-Atlantique, avec les autres départements bretons, que l'avenir des autres départements des Pays de la Loire. Et on en est toujours là. Et si Georges Pompidou n'a pas réunifié la Bretagne en 1972, c'est parce qu'il ne savait pas que faire des autres départements. Et tant qu'on n'aura pas effectivement un travail collectif sur l'ensemble de la région et avec l'avis des autres départements et quelque chose qui fasse plus consensus, à mon avis, la situation va rester bloquée. Donc en fait, la solution n'est pas tant en Loire-Atlantique que dans le reste des Pays de la Loire. Je pense. Je dis ça depuis toujours et que chaque département de cette région, qui n'est pas amené, à mon avis, à voir le 22e siècle, choisisse pour lui-même. Tout à l'heure, il y a Cowboy Étoile qui vous a demandé si on pouvait avoir quelques mots en breton. Mettez pas votre main devant le micro parce que j'ai peur qu'on ne vous entende pas. Mais me zesket brezonec très grande voiseau vraiment. Erskol. J'ai appris le breton il y a 30 ans à l'école, donc j'ai quand même beaucoup perdu. Ah, je suis sûr que c'est. Moi, je j'ai rien compris, donc à mon avis, c'était du breton. Ça voulait dire quoi? C'était du breton. Non, je disais en fait que j'ai appris le breton c'est ça à l'école il y a 30 ans, puisque c'était évidemment pas ma langue maternelle, c'est la langue de mes grands-parents. Mais c'est une très belle langue. D'accord. Et Mestra Brezonek yes flour. Ça, c'est ce que m'avait dit sur un stage veto l'agricultrice qui m'accueillait. Quand même, le breton est une très belle langue. Flour, c'est difficile à traduire, mais c'était un cri du cœur, et ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Est-ce que, je reviens sur Notre-Dame-des-Landes parce qu'on a Sneezing Étoile qui vous a posé des questions sur Twitter à propos de cette mobilisation de la ZAD. Tout à l'heure, vous avez dit que la situation était très tendue au moment du référendum, qu'on n'était pas loin d'avoir des morts, mais il vous demande est-ce que c'est devenu un observatoire? Est-ce que d'autres ZAD doivent émerger pour défendre un autre projet politique? Il faut surtout qu'on tire les conséquences, les enseignements de ce conflit terrible pour ne pas en arriver là. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter. Notamment, il y a une règle de base, et c'est le problème du grand contournement routier aussi à Strasbourg, c'est que quand les mesures environnementales ne marchent pas, quand la Commission nationale sur la protection de la nature, qui est un organisme mis en place par l'État, dit ça ne marche pas, on ne fait pas les projets, tout simplement. Or, on voit bien que les aménageurs, et l'État derrière eux, ou les collectivités, ont toujours tendance à vouloir faire les projets, même quand les mesures de compensation environnementale ne marchent pas. Donc si un projet a un résultat négatif pour l'environnement et qu'on ne sait pas réparer ce dégât, moi je ne suis pas pour qu'on mette le mont sous cloche. Ici et là, on a besoin de faire des infrastructures, simplement on compense, et on compense vraiment. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on sort de ce projet avec plus de nature qu'avant. C'est possible, mais ça veut dire que l'aménageur met de l'argent là-dessus, que les collectivités, l'État aussi, et là on voit bien que l'environnement est souvent quand même encore un sujet secondaire. Mais moi, donc, que ce pays se transforme en un ensemble de ZAD, et entre les ZAD, que les Gilets jaunes bloquent la circulation, c'est pas vraiment la vision du pays que je souhaite. Donc moi je pense qu'il faut plus de démocratie, plus de débats contradictoires, et puis après, effectivement, à un moment, il faut trancher. Or, ces débats
contradictoire, ces informations données et cette exigence sur l'environnement ne fait pas encore partie du mécanisme sur beaucoup de projets d'aménagement. Par contre, sur Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, on a effectivement un enjeu qui est que si on s'est mobilisé autant, c'est bien parce que c'était un espace de biodiversité spécifique. Le dernier bocage relictuaire de ce type, qui n'avait pas été détruit, d'ailleurs en partie grâce au projet d'aéroport depuis les années 60. Donc il faut le protéger, Ça devrait être une zone bio, totalement bio. Ça doit être un lieu d'expérimentation agricole respectueux de l'environnement. Et effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment été au bout de... Et donc, quels sont les projets? C'est aussi une question qui est posée. Et on voit bien qu'il y a toujours des compétitions sur l'accès aux terres entre agriculture classique et agriculture bio et respectueuse de l'environnement. Là, très clairement, ce territoire a vocation à être une des vitrines d'une agriculture respectueuse de l'environnement parce qu'il faut protéger une biodiversité rare. Les amphibiens qui sont sur place, c'est quand même un lieu assez extraordinaire. Maintenant, on peut y aller plus facilement. Les paysages sont de très beaux paysages et donc moi j'irais vers un arrêté de biotope, peut-être une forme spécifique à trouver, mais effectivement, si demain on a le même remembrement à Notre-Dame-des-Landes que ce qu'on a connu autour, ça serait absurde. À mon avis, ça ne se fera pas parce que les oppositions reviendraient et on reviendrait vers des situations de tension. Mais l'État, pour l'instant, ou les collectivités ne sont pas allés au bout aussi d'assumer que finalement, voilà, on aurait un lieu spécifique avec une agriculture particulière. On approche doucement de la fin de cette émission. Si vous avez des questions à poser à Ronan Dantec, c'est le moment. Allez-y dans le chat, posez vos questions à Ronan Dantec. On va faire peut-être des questions rapides avec questions courtes, réponses courtes. Il y a une question très nantaise qui nous est posée par quelqu'un qui s'appelle Lolo, qui vient probablement de Nantes, et qui vous pose une question sur la grève qui se prépare à la TAN, donc qui est l'opérateur de transport de la métropole. Vous avez une... Non, j'ai pas de... Moi, je ne suis même pas au courant, je ne suis pas nantais. Je vous avoue, je suis allé chercher sur Google. Une grève qui se prépare, c'est toujours compliqué, donc j'aurais du mal à répondre. Une fois qu'on aura les revendications, je pourrais y répondre, mais là, très honnêtement... Bon, désolé Lolo, on n'a pas de réponse, mais il y a aussi... Ce qui n'empêche pas de dire quand même qu'on a un des plus beaux systèmes de transport en commun à Nantes. En quoi un des plus performants. Nantes a été la première ville de France à redévelopper le tramway. Oui. Ce qui fait aussi, j'étais en charge du plan climat, et les raisons pour lesquelles Nantes a été capitale verte de l'Europe, ce qui est une de mes fiertés, puisque c'est moi qui pilotais le projet, et c'est la seule ville française qui a à ce jour été lauréate de ce titre assez prestigieux en Europe, c'est justement parce qu'avec Jean-Marc Ayrault, il y a eu énormément d'investissements sur le transport public pendant une trentaine d'années, y compris avec Alain Chenard avant, et que sur le climat, et ça c'était ma responsabilité, on a été aussi extrêmement volontariste, et Nantes aujourd'hui tient ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre à moins 50% en 2040, ce qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus ambitieux que ce qui se fait ailleurs, ouais. Et on le tient. On est déjà à moins 30%, donc on le tient. Donc ça veut dire aussi que sur le dérèglement climatique, il y a des solutions pour faire baisser les émissions. Avoir été élu local, c'est être quand même dans un concret, d'être capable de mesurer ce qu'on fait. Et après, ça nourrit l'action de sénateur. Et du coup, on reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le 17 novembre et la grève sur la fiscalité énergétique, écologique plutôt, besoin de développer les réseaux de transport en commun au niveau local. Oui, besoin de les développer, donc ça veut dire de l'argent pour les collectivités. Je suis très très mobilisé pour la création d'une dotation climat pour les collectivités adossées au plan climat. Ça, c'est un des points sur lesquels j'ai le plus travaillé sur la loi de transition énergétique, puisque je présidais le groupe de travail de gouvernance. Et vous nous disiez tout à l'heure, avant d'entrer sur le plateau, que vous êtes en train de travailler sur des amendements dans le cadre du projet de loi de finances. Oui, bien sûr. Et avec un consensus très fort du Sénat qu'on a trouvé entre les groupes. Donc et là, il faut que le gouvernement entende qu'il doit y avoir de l'argent, une partie de cette recette aille sur les territoires pour une mobilité alternative. Et surtout, parce qu'on revient un peu sur les gilets jaunes, moi je ne voudrais pas que finalement, dans la rue, bloque une France climato-sceptique qui finalement considère que la question climatique est secondaire et que la France, qui elle est engagée sur le climat, finalement lui jette l'eau propre. Il faut surtout que ces deux France dialoguent. Ça me semble important. Moi, j'assume la fiscalité écologique, mais je suis là aussi pour qu'on trouve des réponses de mobilité, d'aménagement du territoire pour ceux qui sont en difficulté aujourd'hui. Et surtout pas que deux camps, encore une fois, se retranchent, ne se parlent plus, y compris qu'on stigmatise avec un petit peu de mépris par les gens des villes
qui n'ont pas les mêmes difficultés de mobilité, ceux qui sont dans le périurbain, ceux qui sont dans la ruralité. Moi, je suis un élu métropolitain, je suis un élu urbain, né à Brest, vivant à Nantes, un pied à Paris aujourd'hui. Pour autant, ce sont les élus des petits territoires ruraux qui ont assuré ma réélection en Loire-Atlantique. Et je pense qu'on a un enjeu majeur, justement, à éviter ces fractures, à avoir une France qui se parle et qui se bat contre ces différentes fractures de richesse, des fractures culturelles. Il y a une France qui a quand même, une France urbaine, une France des métropoles, des centres-villes, qui a tendance un peu à mépriser le reste de la France et à faire le lit des populismes. Moi, je suis extrêmement attentif à ça. Il faut y faire très, très attention. On a l'impression qu'effectivement, ce mouvement du 17 novembre est plutôt celui de la France périphérique qui prend sa bagnole parce qu'elle n'a pas le choix, qui paye son plein. On a un témoignage de Kylian dans le chat tout à l'heure qui disait « Mon plein coûtait 50 €, maintenant il me coûte 60 €. Je ne touche que 700 € par mois. » Qu'est-ce que vous avez à me répondre? Mais complètement. Et moi, je pense que chèque mobilité, réaménagement du territoire, action sur le logement qui réaugmente le reste à vivre. Si le logement est moins cher, ça laisse plus d'argent pour faire autre chose. Ce sont des sujets sérieux, vraiment sérieux. Moi, je suis extrêmement inquiet de l'état de ce pays. Je le mesure. Après, il faut aussi qu'on analyse un peu plus les différentes fractures. Ce ne sont pas les mêmes suivant les périurbains, entre les quartiers sensibles, entre des zones rurales qui ont l'impression d'être abandonnées complètement. Mais ce pays, aujourd'hui, est adossé à un égoïsme territorial des endroits qui vont bien. Et effectivement, là, il n'y a pas de ruissellement de richesse. Il n'y a pas de ruissellement de richesse. Donc ça, le politique, il est là pour protéger. Alors, moi, je suis un écolo, donc mon histoire, c'est la protection de l'environnement, mais il y a bien le terme protection. Quand le politique donne le sentiment de ne pas protéger, parce que finalement, sa priorité, c'est gagner que l'économie de son pays gagne dans la compétition mondiale, mais que ça ne protège pas les plus fragiles ou les petites classes moyennes, alors les populismes ne sont pas loin. Donc, il faut remettre au cœur de l'action politique ce mot-là, qui est le mot « protéger ». Nous sommes élus pour protéger les plus faibles. Ça, c'est le sens complet de mon engagement. Il y a à protéger aussi les petits oiseaux qui sont encore plus fragiles, mais il y a aussi à protéger les gens. Et c'est la même histoire. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse en tant que politique en se disant, est-ce que finalement on protège ? Il y a plusieurs personnes qui, je reviens, désolé, sur les sujets nantais, purement nantais, mais il y a plusieurs Nantais apparemment qui veulent avoir votre position sur le projet de Yellow Park. Il n'y a plus de projet de Yellow Park. Alors expliquez-moi, parce qu'apparemment c'était deux stades qui étaient prévus, un deuxième stade. C'était un projet où le promoteur associé au propriétaire du club de foot proposait un nouveau stade, mais avec un nouveau projet urbain de plusieurs milliers de logements. C'était vraiment un méga projet dans un quartier qui, à mon avis, n'était pas prêt à ça. Alors ça n'existe plus, puisque la partie projet immobilier a disparu, et maintenant on se retrouve avec deux stades. J'avoue être assez sceptique sur la proposition, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec Johanna Roland, la maire de Nantes. Il faut qu'on en parle. Je pense que déjà, l'idée même qu'il y ait deux stades l'un à côté de l'autre, personne n'y croit vraiment. Donc, à un moment, il faut juste voir qu'est-ce qui coûte le moins cher, qu'est-ce qui a le moins d'impact en CO2, parce que c'est beaucoup de béton. Donc là, on a un stade qui existe, ou pour lequel on a coulé beaucoup de béton, ça coûte peut-être moins cher de l'améliorer, c'est peut-être un peu plus d'argent public, il faut regarder, mais notamment l'impact climatique de la construction du nouveau stade, ça doit être aujourd'hui dans les projets. Et là aussi, j'ai un peu le sentiment qu'on revient en arrière par rapport à l'aéroport, où là, pareil, la question climatique, qui est vraiment centrale dans mon engagement politique, n'avait pas été intégrée. Il faut regarder les deux projets, mettre à plat, vraiment. Mais là, deux stades l'un à côté de l'autre, j'avoue mon scepticisme. Dit comme ça, effectivement, je connais pas Nantes. C'est comme ça que ça se présente aujourd'hui, deux stades l'un à côté de l'autre. J'avoue que la logique m'échappe un peu. Attention à votre main devant le micro, j'ai vraiment peur que les gens ne puissent pas vous entendre. Si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, j'en ai une dernière à vous poser. On va sortir un petit peu de la France, on va parler un peu international. Ces derniers jours, on a eu l'hallucination collective de voir le président des États-Unis s'en prendre au président de la République française, Emmanuel Macron, sur Twitter, en lui reprochant à peu près tout et rien. Il y a notamment une crise autour de l'idée de défense européenne. Qu'est-ce que vous pensez ? La question de la défense européenne, c'est une vraie question quand même. Non, mais c'est une vraie question, mais c'est à partir d'une réaction d'Emmanuel Macron qui a mal comprise, à ce que j'ai compris, Donald Trump, qu'il a lancé des tweets pour s'en prendre à Emmanuel Macron et à son projet de défense européenne. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, des relations internationales Ça dit des relations internationales extrêmement dégradées, mais une fois que j'ai dit ça, j'ai défoncé une porte ouverte. Est-ce que Trump
n'est simplement pas maître de lui-même, ou est-ce qu'on est sur de vraies stratégies assez travaillées finalement par ses conseillers, notamment ses inspirateurs? De fait, il n'a pas perdu le Sénat. Et Trump a, semble-t-il, une particularité, c'est qu'il ne cherche à parler qu'à ses électeurs. Il a perdu la Chambre des représentants quand même. Oui, mais il a quand même, dans les territoires qui l'ont porté au pouvoir, il a gagné des sénateurs. Donc on voit bien qu'il continue quand même à répondre aux attentes de son électorat. Alors évidemment, Trump est un drame. Je suis complètement d'accord avec Emmanuel Macron pour dire que le multilatéralisme est la seule solution. Moi, je suis très, très engagé dans les négociations sur le climat. C'est-à-dire trouver un accord à 195 pays sur cette question-là. C'est presque mon quotidien. Ça fait plus de 10 ans que je suis les négociations et je préside une association internationale sur le sujet. Donc il faut du multilatéralisme, il faut trouver des compromis, des intérêts divergents entre États sur lesquels il faut avancer. La question du développement, de l'avenir de l'Afrique, des pays les moins avancés est au cœur aussi de cette question. Et évidemment, le fait que les États-Unis sortent de la régulation du monde, après avoir fait toutes les conneries possibles et imaginables, notamment la guerre en Irak, Dieu sait si on s'était mobilisé à l'époque contre, c'est un énorme problème. Donc on est tous à souhaiter que la parenthèse Trump, évidemment, s'achève le plus vite possible, mais écoutons quand même le fait que Trump a été élu en parlant à des petites classes moyennes qui ne se retrouvaient plus dans le monde de New York, de Wall Street, qui était finalement devenu le monde dont les démocrates de gauche étaient devenus les porte-parole. Le fait que la gauche ait perdu les classes populaires, l'effondrement du Parti communiste, mais l'histoire, l'offre communiste était aussi totalement obsolète, on est bien d'accord, mais que les sociodémocrates aient finalement perdu les classes populaires en s'adossant qu'aux classes moyennes urbaines et finalement à la vision mondialisée du fait qu'il fallait être dans cette économie mondialisée les meilleurs, ça doit vraiment nous interpeller. Moi, je suis à un moment de ma vie politique, ça fait quand même 35 ans à peu près, ou 40 ans même, quasiment d'investissement, j'ai 55 ans, où je me dis qu'on a un enjeu, non pas qu'écolo, mais aussi un enjeu de gauche. Moi, je rêve aujourd'hui d'une gauche de gouvernement clairement écologiste, parce que les dernières gauches de gouvernement, et encore aujourd'hui une partie du Parti socialiste, n'a toujours pas compris l'enjeu environnemental, c'est-à-dire dans les arbitrages du quotidien, même au Sénat, on voit bien que ce n'est pas l'environnement qui prime. Donc je pense que cette offre de gauche-là, qui est aussi une offre de gouvernement, une offre plutôt dans l'histoire social-démocrate, elle reste finalement encore à construire. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'il y a une multiplication des offres politiques, comme jamais, à gauche, un émiettement, mais finalement, cette offre-là, qui, à mon avis, pourrait faire la synthèse avec cet émiettement, on ne l'a pas encore construite, et notamment en mettant les territoires fragiles, les élus locaux au cœur de la démarche. Merci beaucoup, Ronan Dantec, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir posé vos questions à Ronan Dantec. J'espère que ça vous a plu. On a pris 1 heure pour discuter. On a parlé beaucoup de fond. Un grand merci aux bénévoles qui sont mobilisés sur cette émission. Merci Perceval, merci Sylvain, merci à Public Sénat avec qui nous avons le plaisir de faire cette émission. Vous retrouverez d'ailleurs cette émission en intégralité sur la chaîne Dailymotion de Public Sénat, sur la chaîne YouTube Acropolis Replay évidemment, et on vous en mettra des extraits comme d'habitude sur la page Facebook de Public Sénat et sur le compte YouTube aussi de Public Sénat. La semaine prochaine, Hugo recevra Catherine Morin-Desailly, qui est sénatrice UDI, une de vos collègues. Elle est centriste, du groupe Union Centriste. Elle est élue en Seine-Maritime. Elle est présidente de la commission de la culture et de l'éducation. Vous avez une question à lui poser ? Justement, comment on fait de la culture un élément de raccommodage entre les territoires ? Ce sera une question qu'on posera à Catherine Morin-Desailly. Encore merci à vous sur le chat et bonne fin de journée à tous. Ciao.